Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinar. Petit point technique, est-ce que vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Voilà, si vous pouvez mettre un pouce ou un petit message dans le chat pour être sûr qu'on soit bien audible. Alors, ok, bon, ça a l'air d'être parfait. Merci à tous d'être là aujourd'hui. On va commencer par se présenter et ça va laisser le temps au dernier d'arriver et ensuite on pourra lancer la discussion. Alors, ravi aujourd'hui du coup d'accueillir Anthony et Laurie. Peut-être Laurie, tu peux commencer par te présenter s'il te plaît. Ouais, du coup, moi, je suis fleuriste diplômée depuis un an maintenant et j'exerce mon métier en freelance et majoritairement dans des boutiques. Et moi, en tout cas, quand je travaille moi toute seule aussi, avec de la fleur française ou avec des boutiques qui sont en membre du collectif de la fleur française. Je suis particulièrement sensibilisée à ce sujet. Merci beaucoup. Je te laisse la parole maintenant, Anthony, si tu peux te présenter s'il te plaît. Donc moi, je suis Anthony Frémiot. Mon exploitation s'appelle Terre de Pivoine. Je suis producteur de pivoine et de grenades dans le sud de la France, à Lacro, à côté de Toulon et entre Toulon et Hyères. Je suis aussi membre du collectif de la fleur française. Et voilà, c'est tout. Ça va, merci beaucoup. Et du coup, donc Paul Rodriguez, cofondateur d'Hectarea. Donc nous, on permet effectivement aux particuliers d'investir dans la terre agricole et de soutenir des beaux projets comme celui d'Anthony. Voilà, on va en parler plus en détail par la suite. Alors, pour commencer, on va faire un petit quiz. Je vais pas mettre les réponses avant. Juste quelques questions pour voir un peu à quel point vous pouvez connaître le marché de la fleur. La première, c'est quel est le pourcentage de fleurs que l'on importe en France? Voilà, c'est assez élevé, je préfère prévenir. Voilà, si vous avez une idée un peu de ce pourcentage, vous pouvez l'écrire dans le chat directement. Effectivement, merci Maud. Du coup, bon, il y a la bonne réponse du coup. On est à 85%, ce qui est en fait très élevé. Ça veut dire qu'on produit uniquement 15% des fleurs qui sont vendues en France. Et donc, il y a toute une filière à aider et à accompagner pour faire que on puisse être plus indépendant et consommer plus local et des fleurs françaises. En plus de ça, un élément important, c'est que les fleurs qui viennent de l'étranger, elles sont parfois produites avec des produits chimiques qui sont interdits en Europe. Et ces mêmes produits, en fait, sont produits en Europe, envoyés dans ces pays-là. Et ensuite, les fleurs sont rachetées par la France. Donc, le problème, c'est qu'on a des fleurs qui sont sur le marché et qui, en plus, ont des produits chimiques qui peuvent être dangereux pour la santé. Et la dernière stade, du coup, et après on pourra démarrer, qui est assez aberrante et enfin, très forte, c'est que 70% des fleurs vendues dans le monde entier transitent par la plaque tournante qui est la Hollande dans le marché des fleurs. Voilà. Donc c'est pour dire à quel point c'est un marché qui est concentré, centralisé et qui est un peu aberrant d'un point de vue carbone avec un pays qui concentre 70% des ventes mondiales. Voilà. Pas forcément des fleurs qui sont produites sur place en Hollande, mais en tout cas des fleurs qui transitent par la Hollande. Voilà en guise d'intro. Du coup, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de présenter le projet d'Anthony, pourquoi on l'accompagne avec Hectarea, mais aussi de vous donner une vue plus globale sur comment redonner du sens au marché de la fleur en France. Et sur ça, en fait, on a pris donc toute la chaîne de valeur. Vous avez donc la partie centrale qui est la production. Comment donner les moyens en fait à des floriculteurs comme Anthony de produire en France des fleurs avec des méthodes de production éco-responsables. Et sur ça, en fait, si vous allez sur les côtés de la chaîne, vous avez en amont, ça va être vraiment le financement. Donc, ça va être dire permettre à des exploitations comme celle d'Anthony de se lancer, de se développer. Et c'est ce qu'on fait via Hectarea, donc avec l'accompagnement dans le financement et sur la partie foncière. Et tout à droite, vous allez avoir la partie donc particulier qui est finalement comment on peut faire des achats éclairés pour choisir des fleurs françaises qui sont bien produites. Et donc ça, on y reviendra avec Laurie qui a fait récemment donc sa formation de fleuriste et qui a vu justement quelle est l'évolution un peu des pratiques côté fleuriste et aussi des modes de consommation côté particulier. Parce que
une dernière fois sur ce point, c'est vraiment très important pour que l'agriculteur et le floriculteur puissent avoir un modèle qui soit viable. Il faut vraiment qu'il y ait à la fois le financement et à la fois la consommation de ces fleurs-là, parce que lui, il crée l'offre et c'est à nous, en tant que particuliers et consommateurs, d'assumer la demande pour ces fleurs françaises qui sont bien produites. Voilà. Pour ceux qui sont arrivés, qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. On y répondra au fur et à mesure de l'échange. Voilà, l'idée, c'est que ce soit interactif. Alors, donc sur l'accompagnement et le projet d'Anthony, concrètement, nous, Hectarea, on lui permet donc de développer son exploitation via l'acquisition du foncier. Donc, via les particuliers qui investissent sur la plateforme Hectarea, en fait, vous faites l'acquisition de la parcelle. Et donc, pour Anthony, si vous voulez, ça libère en fait de la trésorerie pour le reste de l'exploitation. Parce qu'il faut savoir que quand un agriculteur s'installe ou développe son exploitation, il va avoir donc l'achat de la parcelle, la plantation des plantes, là en l'occurrence les pivoines, et ensuite tout le travail de ramasser à la main, s'occuper de la parcelle le long de l'année, s'occuper de la distribution. Et donc tout ça, en fait, ça mobilise énormément de capitaux. Et donc c'est pour ça que Anthony a choisi donc de faire appel à Hectarea pour justement libérer la trésorerie et pouvoir continuer à développer son exploitation agricole. Parce que sinon, au bout d'un moment, en fait, vous arrivez tout simplement à saturation d'un point de vue endettement et finance, et donc vous ne pouvez pas continuer à développer l'exploitation. Voilà. Quelques chiffres en ordre d'idée, si vous voulez, pour un champ de pivoine, on est à peu près, vous êtes entre 3 euros et 15 euros pour faire pour un plant que vous achetez et pour ensuite le planter à l'hectare. Et donc sur un hectare, tu me confirmes, Anthony, exactement le chiffre, s'il te plaît, le nombre de plants à peu près à l'hectare? On est à peu près entre 14 et 16 000 plants à l'hectare. Ouais, c'est ça. J'avais 15 000 plants à peu près en tête, donc vas-y. Ouais. C'est des investissements conséquents et il faut savoir qu'on met minimum 3 ans avant de commencer à récolter. Et il y a des variétés qui s'installent seulement au bout de 4 à 5 ans. Donc effectivement, Voilà. c'est des capitaux qui sont bloqués et en attendant, on fait le même travail, mais on récolte pas et voilà. Et c'est un point merci beaucoup Anthony, c'est un point qui est très important parce qu'en fait, vous avez souvent un décalage avec la plante. Donc, vous avez ce financement pour un hectare qui est grosso modo de 50 000 euros juste pour les plants. Après, il faut planter, arroser, etc. pour lancer la production. Et vous avez un décalage en fait de trésorerie parce que les plants qui sont plantés, ils vont mettre plusieurs années à rentrer en production complète. Et donc, vous avez pendant cette période-là pas de revenus. Et donc ça, c'est vraiment un des sujets importants, c'est de pouvoir accompagner et surtout de la culture pérenne, comme ça peut être le cas. On a une première question. Alors, c'est une question plutôt sur la partie hectaréa. Donc, faire l'acquisition de la parcelle sous-entend que nous sommes soumis à la taxe foncière sur cette parcelle. En fait, nous, chez Hectarea, l'idée, c'est de simplifier l'investissement dans la terre pour le particulier. Et donc, c'est nous qui nous occupons, en fait, du paiement de la taxe foncière. Et celle-ci, en fait, elle est répartie entre le bailleur et le preneur. Donc, tout ça pour vous, si vous voulez, en tant qu'investisseur, le rendement qui est affiché sur la plateforme de 3,1% versé, il est déjà, enfin, tous ces éléments-là sont déjà déduits pour que vous n'ayez pas justement à traiter ces sujets. On va passer du coup à la description de l'exploitation. Si tu peux te présenter du coup, Anthony, un peu plus longuement qu'au début et présenter l'exploitation donc terre de pivoine, s'il te plaît. Oui. Alors donc terre de pivoine se situe à l'Accro. J'exploite sur 1,5 hectare. Donc sur mon exploitation, j'ai 8 variétés de pivoine. Je travaille essentiellement. Alors j'ai 50% de ma clientèle qui est axée sur les fleuristes, et après j'ai 2 grossistes et notamment un en Hollande. Je sers Bâton-Mérovée de France, je sers le Palais de Monaco, donc j'ai axé mon travail sur la qualité.
Et quand des fois des gens m'appellent pour avoir des fleurs, etc., on part toujours et quel prix, quel prix. Mais à un prix, on peut tout lui faire dire. Donc produire de façon éco-responsable, ça coûte cher parce que par exemple, bon donc moi j'utilise pas d'herbicide, pas d'insecticide, pas de pesticides. Donc pour désherber un confrère, lui avec sa machine, il va mettre une matinée pour faire la même chose que moi avec ses herbicides, alors que moi je vais mettre 15 jours et puis au bout de 15 jours, là j'en suis en plein dedans, il faut recommencer. Donc on fait le travail différemment, mais voilà, ça prend beaucoup plus de temps, ça coûte beaucoup plus cher. Je produis pas non plus forcément plus de tiges au mètre, donc j'ai un petit peu moins de rendement au mètre carré. Donc tout ça fait que mon prix à la revente est plus cher que de la production à grosse échelle, à échelle industrielle. Voilà. C'est justement le point un peu d'introduction au début de dire que pour avoir une filière qui soit responsable et qui fonctionne, ça passe par une prise de conscience des consommateurs lorsqu'ils vont acheter leur bouquet. Et on reviendra dessus à la fin plus vers la fin avec Laurie. C'est vraiment cette partie-là qui permet de créer finalement la demande pour qu'il y ait l'offre telle que tu produis, Anthony. Après, si tu peux nous parler un petit peu de la distribution, voilà, tu peux pas fournir concrètement, mais voilà. Je te laisse revenir dessus. Ouais, voilà, exactement. Donc moi aujourd'hui, au niveau de la distribution, je sers une soixantaine de fleuristes. Il y en a tous les ans, tous les gens, même pendant la production, en pleine production, tous les jours, j'ai des appels de fleuristes qui veulent de mes pivoines. Sauf que en fait, moi, je fais mes précommandes bien à l'avance. Et début avril, je bloque les précommandes et je sais exactement ce que j'ai vendu en volume. Et le reste, ça part chez les grossistes. Alors pourquoi je sers des grossistes parce que alors j'ai notamment un grossiste à l'export parce qu'en fait j'arrive à très bien valoriser. Il y a une grosse demande à l'export et des prix qui sont très intéressants sur ces périodes-là et donc du coup j'arrive à bien valoriser mon produit, ce qui me permet quand même ce que je vous disais tout à l'heure, ça coûte cher de produire donc j'arrive à avoir un prix moyen à la tige qui est intéressant pour moi et qui permet ça me permet de pérenniser mon entreprise. Et peut-être pour revenir sur un point, effectivement, il y a même des marchés à l'export pour les fleurs françaises qui sont produites dans ces conditions-là. Et en fait, est-ce que tu peux nous parler un peu du terroir, du coup, à l'Accro et plus généralement dans le Var, qui permet de produire en fait sans serre et vraiment comment c'est reconnu aussi. C'est très important d'avoir cet aspect agronomique pour qu'on comprenne bien concrètement comment ça se passe. Alors aujourd'hui, il faut savoir que la pivoine, dans le sud de la France, enfin celle qui est produite dans le sud, ça a sauvé la floriculture dans le Var. Il y a quelques années, la production de roses était majeure dans le Var. Aujourd'hui, ça représente même pas 20% de ce qui est vendu sur le marché aux fleurs. Ce qui est le plus, même si la période est très courte, mais le plus gros chiffre d'affaires est fait par la pivoine maintenant. Et il y a effectivement une reconnaissance du terroir, donc de la production de pivoine produite ici, de par sa qualité, est reconnue à travers le monde. Et donc du coup, quand on attaque nos pivoines, il y a de la concurrence avec l'Israël, avec l'Espagne, avec des pays comme ça. Mais là, on arrive à bien valoriser cette fleur parce que voilà, justement, il y a une qualité derrière. Et il y a aussi une grosse demande, comme je vous disais, à l'export. Okay. Ça, c'est sûr. Et justement, le prix qui est vendu à l'export, à un moment donné de la production, le marché français n'a pas les moyens de se les acheter. Et peut-être juste aussi sur les variétés, en fait, sur la parcelle, pour quand on est venu aussi te rencontrer, tu as pas mal d'espèces de pivoines différentes, donc il y a aussi un gros travail sur les différentes variétés. Qui est fait. Tout à fait. Donc, on échelonne aussi les variétés. Alors, on essaie déjà de savoir un petit peu celles qui vont être fortement demandées. Et ensuite, on va les planter. On va choisir en fonction justement des tons, des tons de couleurs qui vont nous sembler intéressants à la vente. On va aussi voir les précocités de ces variétés. C'est-à-dire qu'il suffit pas, il s'agit pas d'avoir tout d'un coup, sinon ça serait ingérable. Il faut échelonner les 3, 4, 5, 6 semaines de production, arriver à échelonner les variétés, la production pour pouvoir avoir un rythme de travail cohérent et avoir des fleurs sur toute la saison de vente aussi, c'est un peu l'idée. Donc on a des questions pour toi qui arrivent des personnes qui nous suivent. Depuis combien de temps tu cultives des fleurs du coup?
Moi, ça fait 5 ans. C'est 5 ans que je suis producteur. Avant, j'étais dans le négoce de la fleur coupée, donc je connais très bien ce milieu-là. J'ai été vendeur au marché aux fleurs. J'ai travaillé pour le deuxième acteur mondial de la fleuristerie, qui est un Hollandais, comme tu l'as dit en préambule, Floral Trade, le groupe Floral Trade. Donc toute cette partie de négoce et de logistique, je la maîtrise très bien. C'était mon métier avant, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à vendre ma production assez facilement et seul, voilà, sans intermédiaire. Ok. Et du coup, la deuxième question qui arrive juste après, toujours pareil, c'est qu'est-ce qui t'a motivé en fait à venir sur la culture et à venir sur quelque chose d'éco-responsable, même si parfois, voilà, en termes de rentabilité, on s'y retrouve pas tout le temps, même si on arrive parfois à bien valoriser, donc c'est intéressant aussi. Mais qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à faire ce pas? En fait, moi, je suis venu à la production de façon hasardeuse. Mon ex-compagne qui était intéressée par ce projet-là, je l'ai aidé à se mettre en place. Finalement, ça lui a pas plu. Moi, je me suis passionné pour la floriculture et le végétal dans son ensemble. Et aujourd'hui, je suis un producteur passionné. J'aime ce que je fais. Et s'il y a 10 ans, vous m'aviez dit, Anthony, tu seras producteur, j'aurais dit non, non. Et puis, en fait, oui, bien, c'est ça. Et je me régale. Et alors, pourquoi la pivoine? Parce qu'en fait, justement, de par mon parcours précédent, j'avais senti le potentiel commercial qu'il y avait dans cette fleur. Et aujourd'hui, si j'avais 4 hectares, j'aurais aucun problème pour les vendre. Voilà. Ok. Et peut-être autre chose qui est très frappant quand on vient dans la région, comme tu disais, la pivoine a remplacé en partie la rose. Et quand on va sur des parcelles qui sont autour, en fait, on voit parfois des parcelles qui ont pas d'herbe du tout, qui ont uniquement de la pivoine. Et quand on vient dans ton exploitation, on voit qu'il y a autant de fleurs, voire plus. Donc ça pousse très bien, mais qu'il y a aussi tout cet aspect biodiversité avec finalement l'enherbage qui est partout. Sur ça, tu as fait des tests. Je sais que on en parlera avec Laurie après aussi, mais tu fais des formations dans les écoles. Donc, comment tu as réussi en fait à mettre ça en place? Alors, comme tu as pu le voir quand tu es venu, et ça je l'ai pas précisé, donc dans cette démarche d'éco-responsabilité, alors moi justement quand j'ai commencé à produire, parce que dans ma vie de tous les jours, j'ai cette philosophie de vie aussi d'éco-responsabilité. Et donc, de produire, je voulais que ça soit la même chose. Donc, quand tu es venu, tu as vu que j'avais des panneaux photovoltaïques, des ombrières photovoltaïques qui me permettent de réguler le climat sous mes ombrières. Et ça, je suis le seul par ici à faire ça. Et donc voilà, c'est tout un cheminement. Donc j'ai de l'herbe aussi, effectivement, parce qu'en fait toute la vie, il y a beaucoup de producteurs. Alors moi, voilà, comme j'ai commencé tard, je fais pas comme, enfin pas comme tout le monde, mais beaucoup de producteurs font de telle et telle manière parce que le grand-père faisait comme ça, le père faisait comme ça, le voisin fait comme ça, etc. Et donc moi, quand j'ai installé mes ombrières, j'ai eu la chance d'avoir un suivi agronomique avec des ingénieurs et des docteurs en agronomie. Des installateurs là de l'ombrière, et donc du coup j'ai cherché à vraiment comprendre le végétal, le fonctionnement, tout ce qu'il y avait autour, et on s'aperçoit aujourd'hui que même dans la vigne, hein, il y a beaucoup de vignes par chez nous autour, et tout le monde justement commence à avoir ces démarches-là d'enherbement, etc. Parce que l'impact du soleil par chez nous est de plus en plus fort. Pour vous donner une ordre d'idée, hors ombrière, quand il fait des fortes chaleurs, à 10 cm du sol, j'ai 45 degrés. Quand c'est sous ombrière, la même période, j'ai 28 degrés. Il y a 15-17 degrés d'écart, c'est énorme pour la plante. Ouais, c'est énorme pour le coup. Voilà, et donc on va aussi diminuer, on va limiter l'évapotranspiration, c'est la consommation d'eau faite par la plante. Ben voilà, c'est tout un secteur. Tout est lié, tout est lié. Et donc voilà. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir cet accompagnement entre guillemets avec des jeunes qui sortaient de l'école et tout, d'un point de vue purement théorique. Et j'ai essayé de comprendre un petit peu tout ça. Après, entre la théorie et la pratique, il y a souvent des fois un peu d'écart, mais voilà, c'est beaucoup d'observation dans l'agriculture. Il faut beaucoup observer, et puis ça demande du temps. Il faut beaucoup d'humilité. Ce qu'on fait à la nature, elle nous le rend ou elle ne nous le rend pas. Voilà. Ouais, faut itérer jusqu'à trouver la bonne recette, mais c'est un équilibre imparfait hein, selon les années, j'imagine bien. Ouais, et puis tu vois, je vais te donner un exemple un exemple. Tu vois, cette année, par exemple, j'ai une variété, la Mother Choice, qui est habituellement très très belle. Cette année, je suis pas le seul hein, dans ce cas-là. Elle était pas belle. On l'a cueillée
elle est devenue toute molle, alors que quand on l'a cueillie, bon, c'était à peu près beau, mais quand je l'ai expédié, c'était pas terrible. Moi, j'en mets toujours à la maison et tout, c'était pas terrible. Et il a pas fait super chaud, il a pas. Donc du coup, tu vois, dans l'agriculture, enfin, dans la floriculture, il faut, c'est ce que je disais, beaucoup d'humilité, parce qu'en fait, il y a des réactions du végétal. Il a subi quelque chose que je maîtrise pas aujourd'hui, j'arrive pas à expliquer, mais en tout cas, ça a eu un gros impact qualitatif sur cette variété-là. C'est tout l'intérêt d'avoir plusieurs variétés avec différents cycles de maturité. C'est qu'en fait, ça fait plusieurs cultures dans ta culture et donc ça permet voilà, de pallier un peu selon les années aussi. Il y a une Ouais, question. de Ouais. diminuer le risque, mais aussi et ça, on y viendra après avec Laurie, mais c'est aussi d'avoir un contact. Alors moi, le contact que j'ai avec mes fleuristes, c'est vraiment, moi j'ai tous les clients au téléphone et en fonction du ressenti que j'ai, je les sers ou je les sers pas. Et parce qu'il est important d'avoir un bon relationnel avec ses clients. Moi, j'ai mon histoire à raconter sur mes fleurs. Le fleuriste a l'histoire aussi à raconter des produits qu'il vend auprès du consommateur. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire évoluer la filière et la consommation des particuliers. Ouais, je n'aurais pas dit mieux. Je pense que c'est vraiment toute la chaîne et il faut qu'on communique tous entre nous pour que ce soit faisable. Il y a des questions qui sont arrivées et après on passera à la suite. Du coup, on parlait des ombrières justement pour réguler la température et le besoin en eau aussi. Et du coup, il y a une question sur l'irrigation. Est-ce que tu peux expliquer l'accès avec le canal et comment ça se passe concrètement et que du coup, tu as accès à l'irrigation pour la parcelle? Ouais, alors c'est vrai que nous on a la chance là, moi sur l'Accro et une grosse partie du bassin varois, on a ce qu'on appelle l'accès au canal de Provence, c'est un système d'irrigation. Donc moi j'ai une borne sur mon terrain, une grosse borne, et je peux alimenter en eau mon exploitation quand je veux, même quand on a des grosses restrictions d'eau un peu partout. Nous, on est tenu, on peut quand même continuer à irriguer. Et alors, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire n'importe comment. Moi, j'ai des capteurs sur mon terrain qui me permettent de lire exactement l'irrigation, comment elle se propage dans les différentes nappes de la terre. C'est pour ça que il y a quelques temps avant de mettre ces sondes en place, par exemple, j'ai arrosé 6 heures. Et en fait, je me suis aperçu quand j'ai mis les ondes que quand j'ai arrosé 6 heures, ben en fait, l'eau, elle descendait à 60. On restait humide sur les 60 cm en bas, 50. Et en fait, en haut, on redevenait sec assez rapidement. Donc maintenant, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'arrose beaucoup moins, des tranches de 2 heures, 2 heures, mais par contre, plus souvent. Voilà. Ben, en fait, c'est comme nous, hein. Quand on a soif, on va pas vous faire boire 1,5 litre d'eau d'un coup parce qu'il faut boire 1,5 litre dans la journée. Vous allez les boire petit à petit. Donc, c'est un peu la même chose. Voilà. Et moi, avec le système d'ombrière, j'ai économisé 30% d'eau sur cette parcelle. Alors, à ma petite échelle, c'est quand même conséquent. Ça représente un bassin olympique par an. Ouais, donc c'est quand même conséquent et c'est vrai que c'est aussi ça l'apport qu'on peut avoir voilà, avec l'aspect agronomique, avec les ombrières, de vraiment pouvoir moduler l'apport en eau, même s'il y a l'accès et les droits d'irrigation avec le canal qui est à côté, c'est bien aussi de limiter au maximum. Et je pense qu'aussi, il y a une partie avec l'enherbage qui doit maintenir une certaine fraîcheur, même si l'équilibre n'est pas toujours évident à trouver avec tout ce qui est couvert végétaux en herbage, c'est quelque chose qui est très intéressant pour pouvoir maintenir un peu d'eau dans les sols aussi. Tout à fait. Ok, très intéressant. Je pense qu'on a répondu aux questions. On va continuer et on reviendra sur l'exploitation après. Sur du coup le financement qui est en cours. Alors concrètement, sur la plateforme Hectarea, vous pouvez retrouver le financement du projet d'Anthony et donc uniquement du foncier de la terre agricole. Sur ça, on a lancé donc il y a quelques jours la collecte et on a voilà quasiment un peu plus de 55 personnes qui ont déjà investi à nos côtés sur ce terrain et on a atteint 25% de la collecte. Donc sur la plateforme, vous avez toutes les informations, une note d'investissement qui regroupe toute la partie financière, bien sûr la présentation d'Anthony, mais qui est quand même beaucoup plus sympa de l'avoir en live ici. Vous pouvez aussi relire quelques éléments en plus par la suite. Et voilà tous les éléments un peu financiers, le bulletin de souscription. Donc sur ça, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas, vous avez un bouton pour prendre rendez-vous directement avec nos équipes pour poser toutes vos questions. Voilà. Ensuite, du coup, l'idée est vraiment de parler du projet d'Anthony, mais aussi d'aborder l'ensemble de la filière. Et donc sur ça,
Laurie, si tu peux du coup te représenter un peu plus longuement et nous dire un peu si tu as vu en fait des choses changer, que ce soit au niveau des fleuristes, au niveau de la formation ou au niveau de la consommation. C'est des données qui sont ultra importantes pour voir où vraiment on en est dans la filière. Bah, moi, du coup, ça fait 2 ans que j'exerce le métier de fleuriste. J'ai fait une année complète dans une boutique en banlieue parisienne qui est membre du collectif de la fleur française comme l'est Anthony aussi. Donc, c'est un collectif vraiment qui permet de regrouper des fleuristes qui ont plus de 50% de fleurs françaises dans leur boutique et des producteurs qui travaillent sur le territoire français de façon aussi durable. Donc c'est aussi un outil pour le consommateur pour essayer de trouver un fleuriste autour de chez lui qui peut travailler, enfin vendre de la fleur française. Et aujourd'hui, je suis à mon compte en freelance et où je travaille dans plusieurs boutiques et je travaille aussi moi-même sur des événements. Durant ma formation, on nous a parlé bien évidemment de l'origine des fleurs et du circuit de la fleur. Je trouve qu'il y a quand même encore beaucoup de chemin à faire. Anthony un peu intervenir dans l'école où je suis, Marrant. mais c'est des choses qu'il faut encore plus développer parce qu'on a un discours, enfin les formateurs ont un discours, je trouve, un peu ambivalent sur le sujet encore. Je pense qu'il y a la nouvelle génération qui fait bouger beaucoup de choses, de fleuristes, qui veut travailler la fleur française. Il y a aussi des sujets de santé pour nous, fleuristes, parce que quand on manipule de la fleur à main nue toute la journée, si elle est bourrée de pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne, mais qui sont autorisés dans d'autres pays très lointains, pour nous, ça a aussi un impact sur notre santé au long terme. Il y avait des études qui avaient été faites sur des fleuristes belges, par exemple, où on avait retrouvé des pesticides dans leur urine qui sont interdits sur le territoire européen. Donc ça, c'est ce Ok. genre de choses auxquelles on est sensibilisé et auxquelles on fait attention quand on arrive dans le métier. Au-delà de ça, la fleur française, et en suivant les saisons, on a quand même toujours des fleurs qui sont plus belles, qui sont de meilleure qualité. On a souvent un travail à faire auprès du consommateur sur le prix. Là, par exemple, c'était la fête des mères, donc on va dire que c'est la grosse fête des pivoines. On en vend énormément. C'est un gros pic de vente pour nous et pour les producteurs aussi. C'est un grand temps fort dans la saison des pivoines. Et on a pu avoir quelques réflexions en boutique de ah mais la pivoine est chère ou ah c'est cher. Et donc il faut qu'on prenne le temps d'expliquer bah oui bah c'est de la pivoine qui vient du Var, elle vient pas d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a des conditions climatiques aussi qui font que le métier est dur. Il a toujours été dur, mais avec le réchauffement climatique, les changements, etc., c'est encore plus compliqué. Quand on travaille avec des personnes comme Anthony qui font en plus de la production responsable, comme il le disait tout à l'heure, hein, ça implique un coût, et ce qui est normal, et que nous, bien évidemment, on va aussi répercuter au niveau de notre vente et du client. Et donc, il faut qu'on prenne le temps d'expliquer aussi aux clients de pourquoi la pivoine, elle coûte tant la pièce et elle coûte pas moitié moins cher comme à la grosse chaîne de fleuristerie qui est à côté, où on nous fait aussi des fois la comparaison des supermarchés. Ça peut arriver. Vous allez chez Mhm. Lidl, vous allez chez Leclerc, déjà vous n'avez pas des fleurs de saison, vous n'avez pas des fleurs françaises, et elles coûtent rien du tout. Elles sont assemblées en machine, en botte, et voilà, ça part comme ça. Il y a pas de travail de fleuriste non plus. Donc il y a tout Mhm. un discours à tenir. Il faut aussi qu'on sensibilise beaucoup sur la saisonnalité. C'est hyper important. La rose, par exemple, c'est un sujet un peu phare, un peu médiatisé, notamment au niveau de la Saint-Valentin, où on va nous demander de la rose, de la rose, de la rose à la Saint-Valentin, c'est pas la saison. Là, c'est la saison de la rose, ça commence avec la rose de jardin, comme la pivoine. Donc voilà, il y a un gros travail, nous, en tant que fleuristes, pour évangéliser, on va dire, pour Mhm. aussi apprendre à acheter différemment. Et je trouve que le sujet est encore plus impactant sur la partie événementielle, sur les mariages, etc., où c'est encore plus désaisonnalisé qu'en boutique, parce qu'on va avoir des demandes, ça peut être de très grosses marques, de très gros hôtels, des palaces ou ce genre de choses, mais aussi des mariages où les gens vont arriver avec leur tableau Pinterest, ils schématisent un petit peu, et vont nous dire, moi j'ai vu ça, C'est très vrai. telle Mhm. fleur. Et en fait, là, par exemple, j'ai eu le coup là où on m'a dit je veux de la pivoine blanche le 25 juin. Et donc, c'est à nous de savoir dire alors non, il n'y en aura pas. Enfin, c'est terminé la pivoine blanche le 25 juin.
Et qu'est-ce que je peux vous proposer de saison? Si vous voulez de la pivoine, si j'arrive à en trouver par miracle, elle sera pas du tout française et moi, du coup, peut-être que je veux pas le faire aussi. C'est on va dire, une Mm. discipline à s'imposer. Faut prendre des œillets, ça pousse plus tard, je crois, dans la saison, sinon. Oui, C'est très joli aussi. il y a plein de fleurs et il faut réussir à expliquer que bah non, la pivoine, on a des gens qui nous demandent de la pivoine au mois de février, hein, donc qui arrivent et qui nous disent ah mais vous avez pas de pivoine, ben non, du coup c'est pas maintenant. Donc il faut réussir un peu comme dans l'alimentation. Aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus intégré. Par exemple, qu'on mange pas de tomates au mois de janvier, bah faut arriver à le faire aussi avec les fleurs. Il faut aussi réussir à se dire quand les gens viennent nous faire des réflexions sur les prix. La Mm. fleur, ça reste un luxe de s'acheter un bouquet de fleurs, d'offrir des fleurs. Ça reste quand même un énorme travail derrière. On a pris, je pense, l'habitude d'avoir tout très peu cher. Je parle de la Mhm. consommation en général, de ce qu'on Dans mange, l'alimentaire, c'est très vrai aussi, hein. du Mm. textile, enfin voilà, on a perdu un peu la vraie valeur des choses et du travail qu'il y a derrière. Et du coup, il y a un travail comme ça pour nous dire, bah voilà, ça coûte tant, parce qu'en fait derrière, il y a tout ce métier. Il y a le métier du fleuriste aussi pour valoriser le produit. Enfin voilà, et raconter, comme le disait tout à l'heure Anthony, le discours aussi de qui travaille derrière cette fleur et combien de temps il a mis en fait pour réussir à sortir cette variété. Non, c'est hyper intéressant le parallèle avec l'alimentaire. Je pense que l'alimentaire, on a l'air d'être un peu plus loin dans la prise de conscience. Mm. Et c'est justement ça qui est difficile de savoir sur la flore. Et ce que tu dis, c'est à quel point vous avez ces questions-là qui arrivent de la part du consommateur, ou est-ce que c'est vraiment vous qui faites le travail? Et pareil, toi, Anthony, sur la partie aussi, même vente de fleurs, euh, je sais pas si tu as ce travail à faire de sensibilisation sur la partie écologie aussi, ou si tes acheteurs commencent à l'avoir. Mais je trouve ça hyper intéressant de savoir où on en est pour voir jusqu'où on peut aller et d'où on part. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, il faut que je raconte l'histoire qu'il y a autour de mes fleurs, comment je les produis, etc. Pour expliquer aux gens pourquoi ça coûte. Ma pivoine est plus chère qu'une autre. Mm. Et, mais après, derrière, je m'engage aussi à un cahier des charges qualitatif. C'est-à-dire que moi, les fleurs, je les garantis une quinzaine de jours chez le fleuriste, 10 jours chez le client. S'il y a un retour, je les rembourse, je les remplace. Enfin, voilà, moi, des fois, justement, quand je vois et c'est aussi ça, c'est de changer aussi la perception de, de la floraison des fleurs. Les gens pensent qu'une fleur, elle va durer longtemps parce qu'elle va être très fermée, etc. Alors que non, Oui, une fleur, elle va durer exactement. très longtemps à partir du moment où elle est cueillie à maturité. Il y a des Ouais. fleurs, moi, je rigole quand je vois des fleurs chez certains fleuristes ou comme on disait tout à l'heure, en grande surface ou dans des ce que j'appelle des marchands de fleurs, pas des fleuristes, mais des marchands de fleurs. Il y a des fleurs, jamais elles vont s'ouvrir. Jamais elles vont Mm. s'ouvrir. Et du coup, on se retrouve avec des clients qui sont déçus. Ah, maintenant, la pivoine, ça s'ouvre jamais, etc. Non, sauf que vous achetez de la pivoine ou d'autres fleurs, mais pas au bon endroit, chez le professionnel qu'il faut. Et puis voilà. Et des fois, il vaut mieux en avoir moins. Moi, je sais que c'est exactement ce que tu disais, Paul, le parallèle avec l'alimentaire. C'est que moi, aujourd'hui, je préfère acheter moins, mais de qualité et me Mhm. faire plaisir. Et voilà. Et Bah, c'est aussi. ça fait le parallèle avec une question qu'on a là, c'est que Maud vient de nous poser, c'est sur la prise de conscience écologique, on a toujours, est-ce que elle compense en fait la baisse de pouvoir d'achat et du coup, c'est-à-dire consommer moins mais mieux. Et c'est toujours un peu la question. On a fait beaucoup de débats sur l'alimentaire aussi et on retrouve beaucoup ce sujet-là. Je trouve que la réponse, on a tendance à la centrer sur vraiment le prix alors qu'en fait, c'est comme pour l'aliment. Il y a la santé derrière, il y a les valeurs nutritionnelles, il y a la durée de vie du produit. On achète des pommes, des poires qui n'ont pas vu de frigo. Les poires, on peut les garder 3 semaines, un mois, ça tient très longtemps. On achète une poire en grande surface, en une semaine, elle a pris tellement de coups qu'elle ne va pas tenir. Et du coup, en dérivé de cette question-là, pour la fleur, une fleur qui a été cueillie à maturité, qui n'a pas fait trop de transport, en durée de vie, je pense qu'il y a quand même un impact qui n'est pas Oui. forcément compensé par les produits chimiques que vont mettre certains acteurs. Il y a des fleurs qui sont congelées aussi, notamment pour la fête des mères, quand il y a une grosse demande, par exemple, sur les pivoines. Vous pouvez avoir des pivoines qui ont été congelées au moment de la cueillette. Elles sont coupées, elles sont mises en grand frigo, quoi. Et ensuite, elles arrivent, une fois qu'elles ont été congelées, décongelées, chez le fleuriste. Ça permet de les figer, en fait. Sauf qu'une fois qu'elles sont plus figées et qu'elles sortent de ce processus de refroidissement extrême,
Ben, la façon dont elles vont vieillir, c'est un peu au petit bonheur la chance, j'ai envie de dire. Elles peuvent brunir hyper vite, elles peuvent ne pas s'ouvrir. Enfin, on est sur une qualité qui n'a rien à voir. Je vais me permettre de faire un petit rectificatif, Laurie. Ah, En fait, les vas-y. pivoines, elles sont pas congelées. En fait, elles sont maintenues à entre 1 et 2 degrés. Une pivoine entre 1 et 2 degrés, on peut la tenir 3 semaines, 4 semaines en frigo sans aucun problème. Hmm. Voilà. Et effectivement, c'est ce que tu dis. Parce qu'une pivoine congelée, il y en a qui ont essayé. En fait, quand tu la sors, elle noircit, ça meurt Ouais, direct. En noirci. fait, donc, en fait, quand elles sont effectivement, comme tu disais, tenues à des températures très basses, c'est ce qu'ils font. Ils les stockent comme Hmm. ça. Et après, quand elles sortent, déjà, elles ont été cueillies hyper serrées. Et Hmm. donc, jamais elles s'ouvrent quand elles reprennent, entre guillemets, vie. Voilà. Hmm. Donc ouais, mais après moi j'ai vu quand même cette fête des mères là par exemple, on a eu quand même plusieurs fois la question de d'où viennent vos fleurs. Ok. Et par exemple, on avait dans la boutique beaucoup de roses françaises, pivoine du Var bien évidemment, et on avait quelques roses qui venaient de Hollande, on va dire les formats plus classiques. Et les gens, quand on leur poussait plus la rose française, qui est du coup plus imparfaite entre guillemets, je parle dans les standards hein, de consommation, parce qu'elle va être un peu tachée sur les pétales, parce qu'elle est par contre très odorante, elle c'est une rose qui sent bon. Hmm. Les autres ne sentent pas, si je dis pas de bêtises, Anthony, pour ne pas être trop pollinisé et tenir un peu plus en vase. Et donc du coup, les gens finalement, je trouve, vont de plus en plus faire les choses quand même plus naturelles si on prend le temps de leur expliquer en fait pourquoi cette rose-là elle ressemble à ça et pourquoi cette rose-là elle ressemble à ça. Et nous, on va tout de suite dire, bah moi, mon coup de cœur et ce que je vous conseille, c'est plutôt celle-ci. En plus, vous avez l'odeur qui est quand même chouette. C'est comme la pivoine, ça sent quoi quelque chose. Ouais, Mhm. tout à fait. Ben, moi, le fait de pas mettre de produits, même sans, alors j'ai deux, trois variétés hein, qui sont assez odorantes, mais après celles qui sont pas odorantes, le fait de pas mettre de produits dessus, il y a quand même cette odeur de Mm. fleurs, un petit parfum léger, voilà, et c'est Ça ce qui embaume fait. un peu. Mm. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est toujours le parallèle avec l'alimentaire. On peut avoir du goût sur l'alimentaire, là on peut avoir de l'odeur. Et en fait, je pense que c'est important de recomprendre que ça fait partie de l'expérience d'avoir ces fleurs, de pouvoir les sentir. On a tous un souvenir de chez nos grands-parents ou, enfin, ou autre part de sentir un rosier avec une odeur qui est vraiment incroyable. Et ça, c'est vrai, quand on prend la fleur coupée, selon l'origine et selon comment ça a été fait, on retrouve pas du tout ces odeurs-là. Donc, peut-être que aussi dans l'expérience consommateur, il y a reconsidérer un bouquet qui n'est pas quelque chose qui ressemble à un bouquet en plastique, qui peut être un peu imparfait et qui justement a ces odeurs-là et a ce côté nature et naturel. Euh, Oui, donc mais voilà. c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur la consommation, c'est-à-dire qu'il vaut mieux consommer moins. Par exemple, si un particulier vient acheter une pivoine, par exemple, de chez moi, qui va être cueillie à maturité, elle va bien s'ouvrir, etc., il vaut mieux qu'il achète une tige de pivoine, profiter de cette tige-là parce qu'elle aura un volume, elle sera belle, grosse, etc., et elle va dégager de l'émotion, plutôt que d'acheter un bouquet avec 10 pivoines qui ressemblent à rien, effectivement qui sont pas chères, mais qui ne vont jamais s'ouvrir, et puis on va être déçu au final. Mm. Mhm. Complètement, complètement. C'est intéressant en tout cas de pouvoir voir ça et de si nous notre rôle hein, chez Tara, c'est vraiment aussi de la sensibilisation et du coup de montrer que sur le marché des fleurs, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais Et il y a c'est des personnes qui bossent bien. Et je vais finir juste par une petite chose. C'est aussi, alors c'est ce que je fais moi avec mes clients, c'est que, et ça se fait pas dans le milieu de l'apprentissage fleuriste, c'est d'apprendre à, à soigner une fleur, entre guillemets. C'est-à-dire que les fleuristes, on vous apprend pas qu'est-ce que ça va être du botrytis, de la picote, tous ces problèmes phytosanitaires. Et Mm. il y a des alternatives à ça. Et moi, moi aussi, hein, ça arrive dans la saison, j'ai des soucis qui vont être dus à du botrytis, de l'oïdium, etc. Mm. Euh, mais mes clients, je leur donne la façon, enfin, parce que je sais le faire, je leur explique comment il faut soigner une fleur. Et c'est vrai que eux doivent faire aussi la même chose avec le particulier, parce que si par exemple j'ai un peu de botrytis, mais que c'est une chose qu'on peut pas forcément voir en production, ça évolue. Après, ça évolue. Alors chez le fleuriste, s'il a pas un magasin qui est relativement sec, etc. Enfin, des conditions météo dans le magasin, enfin Mm. hygrométriques dans le magasin sont pas réunies. Quand ça arrive après chez le particulier, eh ben elles vont se tacher. Et puis le particulier va dire oh, mais c'est quoi cette merde? Enfin, et non, il faut juste savoir comment on les soigne Mm. et, euh, et puis on peut les tenir, voilà, ils sont pas perdus. Et c'est justement dans le cadre de mon intervention
à l'école, c'est ce que je leur ai expliqué et apprendre un petit peu à soigner les fleurs, ce qui fait qu'on va aussi jeter beaucoup moins de fleurs parce qu'il y a beaucoup de fleurs qui jettent beaucoup de fleurs parce que ils savent pas soigner leurs fleurs. Voilà. On revient en fait finalement à la base, c'est que le vivant est vivant et donc il évolue. Et donc que ce soit avant ou après la coupe, il faut finalement continuer à s'en occuper. Sur le botrytis, pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est un champignon qui se développe comme une pourriture. C'est utilisé dans le vin, notamment pour les vins qui sont moelleux sur les vignes, pour justement aller chercher. C'est une sorte de pourriture un peu noble du raisin qui va permettre d'aller chercher du degré alcoolique en plus et du sucre en plus. Je ne sais pas si sur la fleur ça fonctionne exactement pareil, Anthony. Mais Non, sur la fleur, en fait, donc ce champignon, il va se déclencher comme tous les champignons avec un taux d'humidité extrême, de la chaleur, et en fait, ça va venir tacher la feuille, la fleur ou des fois le cœur carrément. Ça, c'est encore plus vicieux. Il se met au cœur, on le voit pas. Il évolue après. Donc, quand il est sur le pétale, on enlève le pétale, on sort la fleur de l'eau, on la met à sec pendant 24 à 48 heures, qu'elle souffre. On la retaille, on la met à l'eau et hop, il n'y a plus rien. Voilà. Par contre, si c'est au cœur, là, effectivement, c'est mort. C'est compliqué. Ok, bon, petite astuce, merci pour le partage. Voilà. On va conclure l'échange. Peut-être sur le moment de conclure, est-ce que vous avez en tête une idée, que ce soit quelque chose que devrait faire l'État, la distribution de fleurs pour que le marché aille un peu mieux? Voilà, si vous avez une idée à proposer ou une action possible côté consommateur. N'hésitez pas, c'est toujours intéressant de finir comme ça sur un mot de la fin avec quelque chose de positif qui ferait bien évoluer les choses. Moi, en tant que fleuriste, je pense que cette démarche, par exemple, du collectif de la fleur française, ça devrait être presque une charte un peu légale aujourd'hui de se dire il y a X pourcentage minimum pour les fleuristes qui le peuvent en termes d'approvisionnement, etc., qui sont de la culture française. Et en tout cas, au moins, l'obligation de respecter la saisonnalité des fleurs au maximum. Juste ça pour qu'on puisse ensuite sensibiliser plus facilement les consommateurs. Ouais, c'est intéressant. Je vais aller dans ton sens et je te laisserai conclure, Anthony. Je pense qu'il y a un levier légal qui devrait être là. C'est dans le sens que tu dis, c'est finalement avoir déjà origine et saisonnalité qui soit obligée sur un affichage comme on a comme un Planet Score ou autre, et que ce soit vraiment appliqué, parce qu'en fait, le consommateur, oui, c'est toujours le fautif dans sa consommation, mais d'un côté, il a d'autres choses à s'occuper aussi. Et donc, si on ne donne pas les éléments qui soient lisibles et facilement compréhensibles, c'est dur pour lui en fait de choisir avec le fleuriste du coin qui va pas forcément distribuer des fleurs françaises, et lui il va pas le savoir parce que c'est pas mis en avant. Oui. Donc, moi, je passerai par quelque chose un peu punitif, un aspect légal du coup, pour mettre ça en place. C'est en discussion et l'année dernière, on nous en parlait à l'école, je ne sais pas où ça en est, mais l'obligation légale d'afficher sur nos étiquettes la provenance des fleurs. Donc je ne sais pas si c'est passé parce que je pense qu'il y a eu un peu de lobbying dans le contresens malheureusement, mais je ne sais pas où ça en est honnêtement, mais en tout cas on nous en parlait l'année dernière pour que ça devienne actif là, très prochainement. Donc à suivre. Ok, piste intéressante. Moi je vais dans le même sens que Laurie, hein. C'est effectivement que ce collectif de la fleur française puisse vraiment être présent partout. Moi, de ce que je sais aujourd'hui sur cette obligation d'affichage, c'est toujours dans les tuyaux. Effectivement, tu as du lobbying dans l'autre sens, et c'est vraiment ça, qu'on puisse effectivement peut-être le légaliser. Enfin voilà, qu'il y ait des actions qui soient faites dans ce sens-là. Ça serait vraiment intéressant pour toute la filière. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment aussi de raconter, voilà, que chaque professionnel raconte l'histoire qui va avec tout ça, le produit qu'il achète, le travail qu'il fait lui, parce que le professionnel fleuriste fait un travail aussi important pour valoriser les fleurs qu'il achète, et justement il faut que toute cette histoire soit racontée. Prendre du temps un petit peu avec les consommateurs et puis petit à petit changer les mentalités, et même comme tu le disais Laurie, avec les nouveaux fleuristes, la nouvelle génération, c'est quelque chose qui les touche plus que les fleuristes auparavant. Ouais. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, Anthony. J'espère que vous avez apprécié l'échange sur assez général en fait sur le marché de la fleur, sur comment ça évolue et comment vous pouvez consommer en France. Si vous avez des questions sur le projet d'Anthony, son financement
et la collecte en cours, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'équipe Hectarea. Vous pouvez le faire directement depuis la plateforme pour faire un échange un peu plus personnalisé. Et en tout cas, on vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et à bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.